Ce livre parle d'Antananarive, plus précisément d'une place qui s'appelle la place du 13 mai, une place où les gens viennent faire des revendications. C'est une sorte de place de la République en fait, où les gens viennent faire des revendications. Mais bon, comme il s'agit d'un roman, c'est les personnages qui circulent autour de cette place dont je raconte l'histoire. Alors la place, c'est une place où on vient revendiquer une sorte de souveraineté populaire. Au niveau individuel, ça devient une recherche de dignité. Et plus concrètement, c'est très concret, hein, chercher, rechercher sa dignité lorsqu'on est un, un individu dans un pays pauvre. Des fois c'est tout simplement chercher à manger ou rester propre. Donc les personnages, j'ai quelques personnages qui sont autour d'un petit garçon, un garçon de rue, un garçon qui vit dans la rue en fait, une dizaine d'années, euh, dont la recherche de la dignité se résume à trouver à manger tous les jours et savoir où est-ce qu'il va dormir. Autour de lui, il y a une personne qui a qui veut aider Ir. Il s'appelle Ir, le petit garçon. Et cette personne, sa recherche de dignité, euh, c'est se faire accepter telle qu'elle est. Elle est un peu spéciale et sa, son genre spécial n'est pas accepté par la société malgache d'Antananarive. Et sa recherche vise donc à se faire accepter. C'est vraiment une métaphore de la recherche de la souveraineté dans le sens où elle veut se faire accepter telle qu'elle désire être acceptée, pas comme les gens le voient. Elle s'appelle Nive. À côté, il y a un chef de service de la sécurité de la mairie, parce que la place du 13 mai, en fait, est devant la mairie. Cette place s'appelle comme ça parce que le 13 mai 72, les gens se sont réunis autour de cette place, se sont révoltés contre le pouvoir et a fini par brûler la mairie. Et depuis, ils ont dit, ben, cette place, c'est la place de notre réunion, c'est là où on s'est rendu compte euh, que c'est à nous de construire notre pays. Et donc, cette place s'appelle comme ça à cause de cette date. Et donc, dans le roman, il y a aussi le chef de sécurité de la mairie, dont la responsabilité, évidemment, est de protéger la mairie, protéger le bâtiment. Sa recherche de dignité, c'est dans une petite marge où il doit, en fait, à cause de sa fonction, euh, obéir des fois à des ordres qu'il ne, qu'il n'accepte pas toujours, qu'il trouve des fois injustes. Et puis, la petite marge qu'il a en tant que personne, qui fait partie aussi de la population autour. Et en dernier lieu, il y a Justin Rabédas, qui lui est fonctionnaire de la mairie. Et il navigue un peu entre ses ambitions, la corruption, et aussi un désir d'être un homme bien. Et tout ça, ça magouille dans une sorte de soupe que j'appelle soupe de crabe. Ce qui m'a emmené à écrire ce livre, en fait, au départ, c'était une réaction à la situation politique. Je trouvais que les politiques pénétraient dans mon domaine d'intervention, dans le domaine du roman. Euh, En fait, suite à une révolte sur la place du 13 mai, un nouveau pouvoir est arrivé. Et comme à chaque fois, en fait, le pouvoir qui arrive par la rue essaye de institutionnaliser
ce pouvoir nouveau-là et construit une nouvelle constitution. Là, donc, c'est la 4e République. Et il a pris cette 4e République a comme devise amour, patrie et développement. Et le détenteur du pouvoir, en fait, est très populiste et dit à la population, en quelque sorte, je vous aime. Et moi, personnellement, j'aime pas trop quand le pouvoir dise mémé. Hein. Je préfère qu'il me laisse libre plutôt que. Mais là, je trouvais que il tentait de rentrer dans le domaine du roman et qu'il fallait que je fasse une réponse à ça. D'où donc le titre Amour, patrie. J'ai détourné cette devise en soupe de crabe. C'était une première réaction au départ. On ne peut pas écrire un roman juste avec une réaction parce que ça ne suffit pas en fait. Ça ne suffit pas pour dans une nouvelle, on peut faire très bien une nouvelle courte, juste en réagissant à quelque chose qui nous a fait tilter dans les actualités. Mais l'écriture d'un roman, c'est sur un temps long. Et si on n'a que cette réaction-là, à un moment, le moteur s'arrête. Et effectivement, dans l'écriture, je me suis arrêté parce que j'ai en fait commencé ce roman il y a très longtemps, dans une résidence d'écriture à Ouessant en 2011. Et j'ai écrit quelque chose pendant 6 mois et j'ai été bloqué. Je l'ai arrêté, je l'ai repris que des années plus tard, en fin 2017, début de 2018. Et là, en fait, il y a quelque chose qui m'a aidé. J'ai placé un narrateur au milieu des personnages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce narrateur-là, il est chauffeur de taxi dans la ville, ce qui m'a facilité les choses. C'est un chauffeur de taxi que je connaissais déjà parce que c'est pas la première fois que j'écris sur lui. J'écris pas mal de nouvelles avec lui. Dans mon recueil Les Nuits d'Antananarive et dans Antananarive intime, il est déjà pas mal présent. Et je l'ai repris, mais cette fois-ci, il continue à être chauffeur de taxi, mais il devient un peu un narrateur démiurge, une sorte de chef d'orchestre. Il veut orchestrer quelque chose pour pouvoir raconter l'histoire, donner un objectif à ses personnages. Et l'objectif correspondait à la réaction du départ, c'est-à-dire d'intervenir dans un domaine qui n'est pas du domaine du roman au départ, qui est le domaine politique. Et en fait, la vraie réaction a commencé lorsque c'est un peu embrouillé, hein, c'est complexe un roman. Excusez-moi si je vous embrouille un peu. En fait, la place du 13 mai, comme c'est le chemin par lequel tous les politiques arrivent au pouvoir, en manipulant la foule, en fait, le dernier qui est arrivé a voulu le barricader. Il ne voulait plus que les gens viennent à cette place, parce qu'il disait que c'est parce que ça a causé trop de morts, et que ça suffit comme ça, et que il fallait en fait que la population l'accepte tel que lui le présente. Et il a barricadé physiquement cette place. Il a d'abord mis des grillages autour. Il a barricadé, on ne savait pas ce qu'il a mis au milieu. Et puis un beau jour, en même temps qu'il a dévoilé la Constitution avec la fameuse devise, il a enlevé les tôles qui cachaient la place et en fait au milieu il a creusé un bassin, il a mis des jets d'eau et comme la population d'Antananarive, il n'y a que 15% de la population qui a l'eau courante,
Il a eu peur que, ne voulait pas que les gens, les enfants de rue viennent se baigner dans le bassin. Il a maintenu des grillages autour. Et donc, du coup, physiquement, on pouvait plus accéder à la place du 13 mai. Et mon narrateur s'est donné comme tâche de faire tomber les grilles autour de ce bassin. Et à ce moment-là, le roman commençait à avancer, mais je pénétrais en fait, je faisais pénétrer en fait en quelque sorte ma fiction dans une réalité, dans une vraie réalité. Un philosophe dirait à ce moment-là que c'est un camp possible. C'est que c'est pas possible cette fiction dans la réalité, et pourtant je dois raconter quelque chose comme une vérité parce que sinon mon roman n'a pas de raison d'être. Et pour que je puisse raconter la vérité, en fait, il fallait que je fasse souffler en même temps que, comme dans la réalité, euh, une sorte de vent de liberté à l'intérieur du roman. C'est-à-dire que le narrateur de Murge ne va pas tout maîtriser. Et c'est à ce moment-là que le roman va pouvoir s'épanouir parce que les personnages vont être en quelque sorte être libérés et le narrateur des Murges va rien maîtriser du tout. Et, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, dans l'écriture comme dans le roman d'ailleurs. Le boomerang en pleine gueule. Alors que le soleil s'est retiré, nous laissant dans l'hiver, les glapissements des chiens et les cris des enfants avalés par le froid, j'attends des nouvelles. D'habitude, elles viennent avec le client. Il n'y a plus de clients. Ils n'ont pas d'argent et ma station trop à l'ambre n'attire pas les vendeurs de journaux avant septembre. De toute façon, ils savent que je n'achète plus. Au début, j'écrivais mes petites histoires, je voulais raconter ma ville. On vit tous dans la même ville, mais chacun raconte sa ville à sa façon. Je disais, place du 13 mai, c'est ma liberté. Puis je me rends compte qu'on ne raconte pas juste à notre façon la vie commune. Quand je parle des gens, c'est moi ces gens. Quand je parle de notre terre, c'est moi cette terre. Je suis cette putain de belle terre rouge. Je monte sur le Rhin et en face, c'est moi-même. Forcément, je n'ai pas envie de frapper trop fort. J'ouvre le Rhin, je fais entrer mon monde. Il y a autre chose à faire que se taper dessus. Il y a tellement de choses à faire. Faire de la place pour le rêve. Faire tomber les grilles autour des jets d'eau de l'hôtel de ville. La tentation de la réalisation me hante. Place du 13 mai, je tente une écriture sorcière. J'appelle le tout, le retour des choses. De mon taxi, je compte dire ce que je vois, ce que les fous font pour que cela leur revienne en pleine gueule. Foua, foua. C'est ce que je me dis sous mon lampadaire dans mon taxi, la couverture sur les genoux. On s'imagine qu'on peut tout faire. C'est effrayant quand on ne maîtrise rien du tout. Il y a d'abord cette foule, l'omniprésence de la foule, tour à tour blanche, rouge, noire, orange ou bleue, ou verte, selon les minutes, les jours, les heures, le bruit grandant du vent ou la simple attente, mais à jamais vierge de toute innocence. Des égoïstes, des calculateurs, des proto-fous prêts à se rayer dans le panier. L'attraction de cette belle terre rouge. Ce fond énigmatique de mythologie qui nous constitue, mais qu'on dissout dans le branche de la réalité. De l'argent, du pouvoir, des hommes, le récit de la mort et de la pauvreté sous un ciel très haut et bleu. Des luttes dont on ne sait pas le terme au moment où on les entreprend. Puis il y a mon trio, des anti-héros ou peut-être devrais-je dire des anti-auteurs. Les personnages, on a beau les déterminer, ils n'obéissent pas. Ils portent dans l'imaginaire et certains s'inventent carrément une vie. Il se trouve d'autres chats à fouetter. Construire mon cabaret alors, un discours à ma façon, prend du temps. Il y a quelque chose que j'ai loupé sûrement. Justin Rabédas bat la semelle sur les dalles de l'hôtel de ville.
Je distingue la fausse marque qu'il arbore sur la manche de sa veste. Il marche vite, il court presque. Pas pour se réchauffer, comme moi, je le fais autour de mon taxi lorsque le froid de l'hiver m'attaque la nuit. Rabedas court planter des parcs-mètres dans Antananarive. S'il ne s'en va pas monter un mur autour de la ville, Rabedas est en train de m'échapper. Pire, il semble m'avoir caché quelque chose depuis le début. J'ai toujours pensé ainsi que l'épisode de la trompette était dû à une dispute convenue d'amoureux, juste un peu extravagante. J'étais là, j'ai vu, mais j'étais un peu loin dans mon taxi pour entendre. Et Liv, faut-il qu'il soit si coincé, ce bon petit soldat du roi? Est-ce qu'il sait des choses que je ne connais pas? Quand il regarde ses photos, il pense à quoi? À faire chanter Rabedas? Ou devient-il aussi un rêvassant? Est-il amoureux? Je vous ai dit que le trait hésite. Quant à Nive, je la perds de vue. Cela fait longtemps que j'ai voulu écrire son histoire. Elle est née dans mon taxi, elle m'a éclairé. C'est elle qui m'a fait me rendre compte. Elle est la place du 13 mai. Mais cette place n'a jamais tenu ses promesses. Elle n'est jamais ce qu'elle prétend être. Des silhouettes passent derrière les grandes baies de l'hôtel de ville. Des ombres obscurcissent ma vue. Donc Dodo Vol, au départ, c'est une maison qui a été créée par une association d'artistes. Et notre idée, c'était de faire connaître les artistes du sud-ouest de l'océan Indien, dans la région où on était, à travers le livre d'enfants. Parce qu'on a eu notre fils, en fait, et avec notre fils à la maison, on s'est rendu compte que les livres pour les tout-petits, les objets cartonnés, qui étaient assez robustes, on les promenait et il les promenait partout dans la maison. Et tout le temps, on avait les visuels sous les yeux. Or, nous, à l'époque, on vivait à La Réunion et c'était assez difficile de montrer notre peinture à l'extérieur parce que il y avait des problèmes physiques de transport. Et on a eu cette idée de se dire, on va faire des livres pour les tout petits, mais pour leur montrer de la peinture dès le premier âge et aussi pour faire connaître les artistes peintres de la région aux parents. Donc cette première collection qui s'appelle Carré tout carton, en fait, c'est une collection de livres d'art pour les petits et la particularité, c'est qu'elle n'est pas illustrée puisque à chaque fois, pour chaque objet, on est parti du travail d'un peintre ou d'un photographe et on a cherché un auteur pour imaginer un texte dessus. Donc vraiment, on part d'une peinture préexistante, on rentre dans l'univers d'un peintre et un auteur nous aide à faire un objet voilà pédagogique, enfin un livre d'art pour les petits autour de cette peinture-là. Donc cette collection, elle a actuellement un peu plus de 30 titres. Il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de peintres et de photographes de La Réunion, mais il y a aussi de la peinture de Maurice, de Madagascar. Parfois même, il y a des objets qui sont bilingues. On a fait un travail sur la sculpture des filles Humbel, par exemple, qui est un sculpteur d'Aloal dans le sud malgache. Donc là, on a imaginé un texte qu'on a fait en français et en malgache, puisque les Aloal, au départ, sont des sculptures funéraires. Donc on a fait un petit texte à destination des enfants, mais pour expliquer un peu la vocation de l'objet. Voilà. Et puis ensuite, on s'est installé à Madagascar. Et là, on a été très surpris du fait que dans les bibliothèques malgaches, qui étaient des bibliothèques de brousse, situées dans des grosses bourgades, il y avait énormément de livres en français, de très beaux albums qui étaient offerts par les institutions de la francophonie. Mais c'était un peu gênant parce que les enfants destinataires de ces livres étaient quasi exclusivement malgachophones. Si les enfants d'Antananarive sont relativement exposés à la langue française, notamment par les médias, ceux de province, par contre, sont vraiment très à l'aise et communiquent uniquement en malgache. Et donc, à ces enfants, la francophonie propose de beaux albums issus de la production française, mais auxquels ils n'ont pas accès puisque la langue française leur est étrangère. Même si, bien sûr, c'est l'objectif de tous les parents et de tous les enseignants d'arriver à faire connaître le français aux enfants malgaches, mais c'est assez difficile dans un contexte où très peu d'enseignants sont eux-mêmes francophones.
Donc on s'est dit, bon, comment arriver à faire en sorte que les enfants malgaches voient leur langue s'incarner dans des beaux livres, sachant qu'il n'y aura pas de marché du tout pour soutenir cette production. Et là, on a eu l'idée de créer le projet du Dodo Bonimonteur, qui met en collaboration des écoles du Sud et du Nord, dans des écoles de France et de Madagascar, pour réaliser des ouvrages ensemble autour du conte traditionnel. Parce que quand on a cherché un peu dans cette voie-là, on s'est aperçu qu'il y avait un fonds malgache très riche de contes traditionnels qui était largement connu des experts, des ethnologues, des savants qui étaient dans les bibliothèques, mais qui revenaient assez peu aux enfants. Et finalement, les enfants, quand on leur demandait à Madagascar quels étaient les contes qu'ils connaissaient, ils nous répondaient Blanche-Neige ou la Reine des Neiges. Enfin, c'était très très loin de leur culture familiale, ancestrale. Et voilà, ça fait que ce projet, il nous a semblé que c'était le moment de mettre en valeur tout ce fonds très riche et en même temps de le faire revenir aux enfants dans des objets qui s'approprient puisque c'est eux qui les illustrent. Alors ce projet a été largement soutenu par la coopération décentralisée qui existe entre la Normandie et la région Hatsinan, et on a fait comme ça énormément de contes malgaches illustrés par des enfants malgaches, des contes normands illustrés par des enfants de Normandie, et les deux livres étant à chaque fois traduits et publiés dans les deux langues et offerts à tous les enfants participants. L'idée étant voilà, de permettre aux enfants malgaches d'avoir accès à leurs contes, aux contes traditionnels de leur culture, mais aussi aux contes d'ailleurs, toujours dans les deux langues. Cette collection s'est beaucoup développée. Actuellement, on a fait en français malgache, on a une trentaine de titres là aussi. Et puis, depuis cette année, on a décidé d'ouvrir ce projet-là aux langues nationales africaines, puisqu'il y a beaucoup de langues nationales, il y a énormément de langues en Afrique, hein, comme vous le savez, et il y a beaucoup d'entre elles qui n'existent pas ou très peu à l'écrit. Donc notre idée, c'est d'exporter un peu le projet, de continuer en lançant des pistes vers le continent africain. Et donc on a fait cette année 2 premiers titres, un qui est en français et en sérère, qui a été illustré par des écoliers de Joal Fadiout sur la petite côte du Sénégal, et puis un qui est en français et en wolof, qui est illustré à la fois par des enfants de Saint-Louis du Sénégal et des enfants de Val-au-Perche, puisque l'école André Barbé de Val-au-Perche a participé aussi à ce projet. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, on s'est intéressé davantage à la littérature. Et là, on a ouvert une première collection de romans qui s'intéressent à Madagascar vu de l'intérieur. Alors, c'est pas forcément des auteurs malgaches, mais c'est toujours des auteurs qui ont vécu assez à Madagascar pour présenter le pays d'un point de vue interne. Et puis, dans cette collection-là, on a aussi créé une grande revue sur laquelle je vais revenir après, qui s'appelle L'aide de Lémurie. Et l'idée de cette revue, c'est toujours aussi de promouvoir les langues minorées. Donc, on donne à lire les textes dans leur version d'origine et dans leur traduction en française quand il y a une version d'origine qui n'est pas française. Le français reste le fil conducteur de la revue, mais on donne aussi les versions originales des textes. Ça nous permet d'entrer dans des langues qu'on n'a pas l'habitude de lire. Par exemple, on a un auteur dans le numéro 2 de la revue qui a travaillé un texte, lui, alors il est écrit naturellement en créole mauricien et en anglais, et ensuite on a fait la traduction française, donc ça permet de naviguer d'une langue à l'autre, c'est aussi un terrain d'expérimentation. Voilà les 3 principales collections. Et puis depuis cette année, on a une collection documentaire jeunesse qui s'est ouverte, qui s'appelle Doc Doc, et où là on aborde plutôt des sujets liés à des problématiques de la région. Donc on a fait un premier titre qui s'appelle Endémique, qui présente des plantes, des arbres endémiques de la Réunion, et un second titre, La fabuleuse parcelle de Monsieur Isidore, qui lui est un titre bilingue en français et en malgache, et qui présente une expérience originale de permaculture, Monsieur Isidore étant un instituteur qui travaille une parcelle sur le bord du canal des Pangalan. Alors, l'aide de Lémurie, c'est une aventure qui est née sur les marches du Salon de l'océan Indien et de Mayotte. La Lémurie, il faut d'abord que je définisse peut-être ce qu'on entend par Lémurie. C'est un ancien continent, c'est une sorte d'Atlantide un peu qui
aurait existé. Alors, il y a de plus en plus d'éléments scientifiques qui viennent confirmer cette hypothèse, qui en fait serait en dessous de l'archipel des Mascareignes, de Maurice, de Madagascar, et dont Madagascar représenterait une partie encore émergée. C'est d'abord et avant tout un continent littéraire qui a été évoqué par des gens comme Malcolm de Chazal, un mauricien, ou Jules Hermann, qui était lui à La Réunion, qui est encore évoqué aujourd'hui par des gens comme Xiema à Madagascar. Donc ce nom de Lémurie en fait est très attaché à la région sud-ouest de l'océan Indien qui nous intéresse, et on a eu envie de tisser des liens avec les littératures de nos îles. Alors, on aurait aimé ne pas se cantonner aux îles, d'ailleurs, accepter dans la revue des auteurs du Mozambique ou de Tanzanie, mais pour l'instant, on n'a pas eu de contribution de ces régions-là du monde. L'idée, c'est voilà, de faire émerger des plumes et aussi de se faire porter par des plumes déjà reconnues, d'auteurs qui sont issus ou qui écrivent dans la région ou qui ont simplement un lien avec la région, puisque c'est pas du tout exclusif. On n'a aucune exigence sur l'identité des auteurs, du moment qu'ils se reconnaissent eux-mêmes appartenir à ce continent lémurifique, ça nous suffit. Et donc chaque revue, c'est une revue à parution annuelle, qui a bénéficié dès sa création du soutien du FADEL, donc du Fonds d'aide à l'édition normande, ce qui est un bel exemple d'ouverture, parce qu'au départ on n'y croyait pas trop quand on est allé les solliciter en se disant on veut faire une revue sur l'océan Indien en Normandie. Ça paraissait pas gagné comme projet, et en fait on est très heureux que ça ait fonctionné, parce qu'elle existe donc depuis 4 ans, c'est le 4e numéro sur lequel on travaille actuellement, et elle rassemble des auteurs donc de Maurice, de Madagascar, de La Réunion, des Comores, et puis aussi des gens qui vivent ailleurs. Il y a des gens qui vivent en Amérique, des gens qui vivent en Europe, mais qui ont un lien, d'une manière ou d'une autre, qui ont un lien avec cette région du monde. Alors, est-ce que on a un fil conducteur? À vrai dire, on n'a pas de thème préimposé, mais il semble qu'à chaque numéro, on ait quand même un peu des lignes de force. Il y a des choses qui émergent. Le numéro 2, par exemple, était assez marqué par l'univers maritime. Le numéro 4 est très marqué par des plumes malgaches-ophones, puisqu'on a reçu beaucoup de contributions d'auteurs qui écrivent en malgache et qui ont trouvé un traducteur donc en français. Il y a l'essentiel des textes sont des nouvelles, mais il y a aussi parfois des textes de théâtre ou des textes poétiques. On accueille un peu toute forme, avec quand même une prédilection pour les extraits de romans et les nouvelles. On a une exigence assez forte qui est une exigence de 20 000 caractères, espace inclus. Donc c'est en gros des nouvelles qui font une dizaine de pages. Ce ne sont pas des petits fragments, c'est vraiment, on a envie de donner à entendre la langue de chaque auteur, et donc on leur demande de faire cet effort, de nous donner des textes assez conséquents pour qu'on puisse vraiment rentrer dans l'univers de chaque contributeur à chaque numéro. Alors cette année a été bien sûr chamboulée, comme pour la plupart des maisons d'édition, par les circonstances sanitaires et le confinement, mais on a quand même réussi à tenir notre programme éditorial. Donc au programme de l'année 2020, on s'est résolument tourné vers les traductions, puisqu'on a sorti 2 ouvrages dans la collection de littérature malgache. Un ouvrage qui est un vrai monument, qui s'appelle Fufum-Badikou en malgache, Ma promise en français, qui est en fait l'ouvrage du Victor Hugo malgache, qui s'appelle Anji Amalal. Anji Amalal a publié 18 ouvrages, et 2 de ses romans sont encore maintenant au programme de l'éducation nationale, au programme des étudiants de première et de terminale à Madagascar. Et bizarrement, alors que c'est un auteur donc très classique, le père du roman de Madagascar, il n'avait jamais été traduit en français. Alors le premier roman de lui qu'on a souhaité traduire, parce qu'on souhaite en traduire d'autres par la suite, c'est donc Fufum-Badikou, parce que ce roman, c'est une histoire d'amour, comme la plupart des romans d'Anji Amalal, qui est un grand romantique, qui cherche perpétuellement la fiancée idéale. Mais c'est aussi une histoire qui se passe en 1947, donc qui a pour cadre les forêts de l'Est de Madagascar. Au moment de l'insurrection, il y a eu un mouvement
assez violents pendant la colonie française, hein, pendant la colonisation, de répression des volontés indépendantistes qui émergeait sur la côte Est. Et la particularité de ce roman, Ma Promise, c'est donc qu'il situe ces personnages dans les forêts de l'Est et qui sont vraiment pris en tenaille par la perplexité, par la complexité de ce qui se passe à ce moment-là. Donc on voit bien qu'en fait, il n'est pas simple ni de choisir un côté, ni de choisir l'autre. Ils sont tiraillés en fonction de leurs rencontres, en fonction de leurs croyances, en fonction de leurs convictions du moment qui peuvent être fluctuantes. Ils sont tiraillés vers un côté, vers l'autre, en fonction surtout des circonstances. Donc ça nous a semblé important de permettre au lectorat francophone aussi d'avoir accès à ce texte, qui est vraiment un texte fondateur de la littérature malgache. On a été très heureux d'être soutenus dans ce projet par la famille, par l'éditeur malgache d'Anji Amalal et aussi par le CNL. Donc voilà, le livre a vu le jour le 29 mars 47, qui est une date anniversaire à Madagascar de l'insurrection de 47, en plein confinement. Mais bon, ça changeait pas grand-chose, puisque de toute façon, malheureusement, les frontières étant fermées, pour l'instant, il n'a pas réussi à arriver jusqu'à Madagascar. Mais bon, c'est pas grave, il y arrivera quand ce sera possible. En tout cas, nous, on l'a sorti, on a été assez fiers de ça, même si c'était plus sur les réseaux que dans la vie réelle. On a sorti aussi une deuxième traduction qui là concerne un jeune auteur qui vit à Washington et qui n'écrit qu'en malgache, qui s'appelle Soumiel Anji Amananzar. Soumiel est un très bon novelliste. On avait publié déjà 2 de ses nouvelles dans des précédents numéros de la revue Lettres de Lémurie. Alors c'est quelqu'un qui moi me tient vraiment à cœur. J'aime beaucoup son écriture parce que c'est à la fois juste et cruel. C'est tendre, c'est drôle. Enfin, je trouve que c'est une écriture, moi, qui m'emmène. J'ai corrigé le texte, donc en tant que correcteur, je fais passer 4 fois, 5 fois, 6 fois dessus. En général, à la 6e lecture, j'en ai vraiment marre de corriger les textes. Et là, à chaque fois, Soumiel arrive à me faire sourire parce que il va dans le détail. On découvre toujours des petites choses qui s'étaient glissées dans l'interstice, des petites réflexions, enfin voilà. C'est un très très bon novelliste, j'espère qu'il va continuer à produire de la littérature. Donc c'est là aussi la première fois qu'il est traduit en français et on a eu aussi de la chance pour ce projet-là parce que là c'est l'OIF qui nous a soutenus. Et puis alors en fin d'année, on a sorti le livre qui était un peu une promesse pour nous, c'est Antananarive intime. Donc là, c'est un ouvrage qui assemble des photographies que j'ai faites à Antananarive durant la crise, avec des nouvelles que Zohar a écrites à la même période. Il faut dire que quand on est arrivé à Madagascar, quand on s'est installé là-bas, quelques mois après, il y a eu un coup d'État. Donc forcément, ça a nourri un peu nos productions, notre regard sur la ville aussi. Et cet album, donc c'est un livre de photographies et de nouvelles, c'est un carnet de crise. Ça regroupe une douzaine de nouvelles de Zohar et puis une cinquantaine de mes photos qui seront d'ailleurs exposées en février à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Voilà pour l'actualité.